Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom sur. Depuis bientôt 3 mois, une maladie jusque-là inconnue sème la panique dans le monde. Elle porte le nom de maladie à coronavirus. L'objet du débat de ce soir est de mieux comprendre l'origine, les particularités et l'évolution de cette maladie, mais également l'état de préparation de notre pays face à cette pandémie. Donc, pour débattre de tout cela, nous avons invité ce soir Madame Lale Moutali Moulay Abdelmoumen Moulay Tril, qui est directrice de la médecine hospitalière. Bonsoir et bienvenue. Nous avons invité également M. Dr Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, qui est directeur de l'information sanitaire, de la surveillance épidémiologique. Bonsoir et bienvenue. Nous invitons en duplex Dr Ndiaye, qui est chef service à l'hôpital national et responsable médical de l'intervention du centre opérationnel d'urgence de la prise en charge. Vous entendez, docteur? Merci. Oui, on va commencer par vous, parce que nous vous demandons de nous donner la définition de ce virus de coronavirus. D'accord, ok. Donc, merci à la télévision mauritanienne de nous donner cette opportunité d'expliquer aux citoyens ce que c'est que cette maladie à coronavirus et essayer un peu quand même d'éviter de céder à la panique et de comprendre exactement de quoi il s'agit. En fait, le coronavirus, c'est un terme générique qui indique des virus, un groupe de virus qui existe depuis longtemps et qui circule chez les animaux, mais qui jusqu'en 2003-2004 n'était pas connu, donner des maladies ou des infections chez l'homme. Et en 2003 est apparu, donc a été décrit pour la première fois donc le coronavirus chez l'humain, qui a donné le syndrome respiratoire aigu sévère et qui était en fait transmis à l'homme par un chat sauvage, la civette en fait. Et puis après, il y a eu en 2012 le MERS-CoV, donc le Middle East Respiratory Syndrome, donc le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, et qui était également dû à un coronavirus qui cette fois-ci est passé donc de son milieu naturel, habituellement l'animal et à l'homme. Et là, c'était le chameau qui était donc responsable de cette transmission à l'homme. 2019, nous avons encore un nouveau coronavirus qui apparaît, qui est différent de celui du SARS, qui est différent de celui du MERS, et qui est responsable d'une infection pulmonaire comme le SARS, qui est responsable d'une affection pulmonaire aiguë, respiratoire aiguë, sévère, qui peut être même fatale. Donc là également, ce serait l'animal. Mais quel animal? Encore les scientifiques sont en train encore de chercher, mais on sait sous conseil quand même que c'est un coronavirus qui ressemble beaucoup à un coronavirus qui est retrouvé chez la chauve-souris. Mais comment il est passé de la chauve-souris à l'humain? Donc, vous savez, les virus, normalement, pour que ils passent d'une espèce animale à une autre espèce, c'est ce qu'on appelle une mutation. Ils changent carrément leur génome pour pouvoir s'adapter à un nouveau environnement. Donc, c'est ce qui s'est passé peut-être pour ce coronavirus, on pense, qui est passé. Mais maintenant, le problème, c'est que au niveau même, et on le verra plus tard, au niveau même de la transmission, on ne sait pas encore exactement c'est quel animal qui transmet ce virus à l'homme. Et est-ce qu'il y a un vecteur intermédiaire ou un autre intermédiaire où il y a un vecteur? Donc la question reste posée. Donc le coronavirus, c'est des virus qui ont longtemps existé, toujours existé, qui circulent chez les animaux, qui sont responsables des maladies le plus souvent bénignes, mais qui peuvent être également sévères. Donc l'infection peut aller d'un simple rhume banal jusqu'à une pneumopathie grave qui peut être mortelle. Donc voilà grossièrement vraiment ce que c'est que le coronavirus et la maladie à coronavirus actuellement qui est une infection respiratoire aiguë, donc qui s'installe de façon brutale, donc après contamination. Et on verra, donc ces manifestations cliniques sont essentiellement la fièvre, la toux et une gêne respiratoire, mais tous les syndromes
grippaux peuvent être retrouvés, des myalgies, des douleurs osseuses, des douleurs musculaires, des céphalées, tout peut voir. Donc voilà grossièrement pour commencer ce que c'est exactement le coronavirus. Merci, Dr Diaye. Donc, on va demander à Dr Laleh de nous édifier un peu sur les modes de transmission de ces virus. Merci, M. Yedari. Comme vient de dire, d'expliquer mon collègue Dr Diaye, le coronavirus se manifeste d'abord par un syndrome commun comme syndrome grippal. Maintenant, le mode de transmission qui est actuellement un consensus scientifique, c'est qu'il se transmet de l'homme à l'homme par ce qu'on appelle les gouttelettes. Et les gouttelettes, ce sont des sécrétions rhino-pharynx ou du trachéus trachéal. Ces sécrétions sont assez lourdes pour ne pas être transportées par l'air, mais ils peuvent atteindre une personne qui est proche au moins à 1 mètre, maximum à 1 mètre. Si c'est au-delà de 1 mètre, ces gouttelettes ne peuvent pas aller jusqu'à là-bas. Par contre, si un patient qui est infecté, qui est proche de vous à plus de 1 mètre, la transmission ne se fait pas, donc elle n'est pas aéroportée. Donc il faut d'abord un rapprochement entre les personnes. Ces gouttelettes, aussi, un autre mode de transmission, que ces gouttelettes, quand elles arrivent, elles touchent ce qu'on appelle les yeux ou le nez ou la bouche, là, la transmission se passe parce que ce sont des muqueuses elles ne traversent pas la peau. Jusqu'à actuellement, c'est ce qu'on dit. Parce qu'on n'a pas encore vraiment précisé le mode de transmission correctement. Mais ce premier mode. Et le deuxième mode, c'est le mode contact. C'est-à-dire que la personne infectée, lorsqu'elle éternue ou bien elle tousse et que ces gouttelettes touchent un matériel, que ce soit la chaise ou la table ou quelque chose, et qu'une autre personne vient toucher à ce matériel et porte sa main au niveau du nez ou des bouches ou des yeux, à ce moment, il se contamine. C'est pour ça qu'on insiste sur le lavage des mains. Donc la première chose qu'à retenir, c'est qu'elle n'est pas aéroportée, qu'il faut être à moins d'1 mètre de la personne pour être contaminé. Et il y a une autre explication qui est de transmission qu'on dit très faible. C'est-à-dire que quand on est dans un lieu très public, où il y a dans un hôtel, où la transmission est beaucoup plus faible que quand on est dans une maison. Parce qu'ils disent que le fait que ce soit nettoyé quotidiennement, le risque le fait d'être nettoyé quotidiennement les hôtels, donc le risque est faible. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ces gouttelettes peuvent rester sur la chaise ou la table pendant quelques heures à quelques jours. Ça veut dire qu'il faut toujours se laver les mains. Parce que tu peux passer après quelqu'un qui est infecté, qui a laissé ses gouttelettes là-bas et touche. Ce qui est très important à savoir et qu'on insiste là-dessus, c'est qu'en Mauritanie, il n'y a pas de cas et que les gens qui arrivent en Mauritanie ont une certaine surveillance, que le docteur Ali Mahmoud va vous en parler tout à l'heure. Maintenant, tout ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est le mode de transmission, c'est les gouttelettes. Quand on va éternuer ou tousser, ces gouttelettes peuvent contaminer la personne. Il faut aussi savoir que les mesures de protection respiratoire sont très importantes. C'est que quand on a une toux ou bien qu'on est enrhumé, il faut utiliser des mouchoirs ou bien éternuer sur le pli du coude pour éviter de propager ces gouttelettes. Voilà. Et que juste après, il faut se laver les mains aussi. Voilà, ce sont les modes de transmission les plus connus. De nous parler de la situation au niveau international, la situation nationale également. Merci. Bon, mondialement et globalement, il y a jusqu'à présent, il y a eu 87 137 cas
confirmés de Covid-19. Bon, le coronavirus, cette génération actuelle, on la nomme Covid-19. Parmi ces 87 137, on a enregistré à peu près 3000 décès jusqu'à présent dans le monde. La plupart sont enregistrés en Chine, 7169 cas en Chine. Et le virus actuellement a été confirmé dans 53 pays dans le monde. Des cas sont enregistrés dans 53 pays dans le monde. Bon, hors Chine, nous avons enregistré seulement 7100 cas. Et 57 décès hors Chine, parmi ces 3000 décès. Dans la région africaine, jusqu'à présent, il y a seulement 5 cas confirmés. Bon, peut-être ça c'est des données d'hier, peut-être aujourd'hui il y a un 6e cas, on va parler de ça après. Il y a 3 pays en Afrique, peut-être le 4e c'est le Sénégal, mais il y a 3 pays en Afrique, c'est l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria. Bon, ici, on va faire la différence entre la circulation des pays où il y a une circulation ou les pays où il y a des cas rapportés. Les cas qui sont en Afrique, c'est des cas isolés, donc c'est les malades qui viennent dans des avions des pays où il y a une circulation, mais il n'y a pas eu de circulation jusqu'à présent dans les pays d'Afrique. Donc, heureusement, peut-être c'est à cause de nos conditions climatiques ou je ne sais pas, l'essentiel. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de circulation dans les pays d'Afrique. Pour la situation nationale, ici, en Mauritanie, nous avons, depuis la déclaration de l'OMS, de la situation urgente, de la situation mondiale urgente, le risque a été déclaré au début, le 1er février, au risque au niveau mondial. Donc, depuis cette déclaration, la Mauritanie a constitué le comité de veille pour le coronavirus. Ce comité de veille, c'est un comité interministériel, il a été installé début du mois. Donc nous tenons des réunions tous les jours de début, et puis maintenant notre rythme a baissé un peu, nous tenons nos réunions tous les 2 jours. Au cours de ces réunions, on fait le point sur la situation mondiale, sur la situation nationale et sur l'état de la surveillance. Nous avons instauré un système de surveillance qui est fait des équipes qui font les screenings, la prise de température au point d'entrée, la prise de température de tous les nouveaux venants au point d'entrée, et ils font la vérification des passeports. C'est l'ensemble du territoire national. C'est l'ensemble du territoire tous national. Les points d'entrée. Les prioritaires, les points d'entrée prioritaires, qui sont le 55 à Nouadhibou, le PK55 à Nouadhibou, les frontières avec le Maroc, qui sont le port de Nouadhibou, le port de Nouakchott et principalement l'aéroport de Nouakchott. Dans ces points d'entrée, il y a les thermomètres flash, donc là où on regarde la température de tous les passagers, on vérifie les passeports. Bon, on a la liste des passagers qui constituent un risque pour des cas qui constituent un risque, qui répondent à la définition. Ça veut dire qu'ils viennent des pays où il y a une circulation du virus. Donc, pas tous les pays où il y a des cas, parce qu'il y a des pays où il y a des cas, mais il n'y a pas de circulation active du virus, donc il ne constitue aucun risque. Par contre, dans les pays où il y a une circulation, principalement l'épicentre de l'épidémie qui est la Chine, dernièrement, on a ajouté l'Italie avec l'Iran et la Corée du Sud. C'est actuellement les principaux pays où il y a une circulation. Docteur, mes collègues ont préparé un élément d'information tout de suite et on va le voir ensemble.
La Mauritanie a pris le taureau par les cornes depuis l'apparition du nouveau coronavirus Covid-19 en Chine. Le ministère de la Santé et d'autres départements ont mutualisé leurs efforts pour faire face à l'épidémie tant sur le plan médical que technique. D'ailleurs, les citoyens apprécient à sa juste valeur le dispositif mis en œuvre par le gouvernement pour que le Covid-19 ne puisse atteindre notre pays. Pour ces citoyens, les pouvoirs publics ont fait preuve de célérité dans la riposte contre cette pandémie. Ils prient le Tout-Puissant pour que notre pays soit épargné de cette maladie. Mais certains citoyens affirment que la prévention reste le chemin le mieux indiqué pour faire face au nouveau coronavirus. Par rapport au phénomène du coronavirus qui se trouve en Chine, je pense que c'est déjà une épidémie qui menace tout le monde presque. Donc, tout pays est à risque de cette épidémie et la solution est que les gens doivent se protéger, donc surtout utiliser les masques par rapport à la pollution et aussi il faut que les endroits soient hygiéniques, donc il faut que les gens soient propres. Quand les gens quittent à l'hôpital par exemple, ils doivent se laver, donc de l'eau avec du savon à la main et aussi il ne faut pas laisser les enfants aussi ramasser des objets dans la rue ou laisser les enfants jouer dans la rue ou utiliser par exemple des eaux usées dans les maisons, les laisser à l'intérieur. Tout ça c'est des moyens qui peuvent au moins quand même éviter certains microbes à vivre parmi les gens. Donc il faut que les endroits, surtout les hôpitaux là où les gens viennent pour se soigner, il faut que les endroits soient vraiment propres et bien nettoyés. Le dispositif médical mis en œuvre au niveau de l'aéroport international Nouakchott-Oumoutounsi est l'une des illustrations des efforts de l'État pour faire face au Covid-19. Pour le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nizrul Hamed, des mesures ont été prises par le gouvernement pour faire face à l'épidémie, ajoutant que l'hygiène doit être un réflexe pour tous les citoyens. C'est cela, selon lui, qui pourra contribuer efficacement dans la lutte contre cette maladie. Ainsi, tout individu venant de la Chine sera placé directement en quarantaine pendant 14 jours, conformément au plan de riposte à l'épidémie du nouveau coronavirus Covid-19. Sur le plan médiatique, les efforts ont été centrés sur la pédagogie et le rappel sur les causes et les symptômes du nouveau coronavirus Covid-19, ainsi que les mesures à prendre au cas où la maladie apparaîtrait dans notre pays. Autant de formes de dispositifs mis en œuvre par le gouvernement pour faire face à cette maladie. On ne le dira jamais assez, mieux prévenir que de guérir. Docteur Ndiaye, est-ce qu'il y a une différence entre le coronavirus et Covid-19? Quelle est la différence et pourquoi on est parti de coronavirus vers Covid-19? De taxonomie virale, donc les gens qui dénomment, en fait, qui donnent appellation des virus, ils ont appelé, parce que c'est un nouveau virus qui n'est pas connu, donc on l'a appelé un nouvel coronavirus, et puis 2019, comme il est apparu en 2019, jusqu'à ce qu'on lui trouve une appellation autre que celle-là, on l'a appelé comme ça. Donc c'est un choix des scientifiques, puisque c'est un virus qui est inconnu encore, c'est un virus qui garde encore beaucoup de mystères, notamment sur sa transmission, sur comment il est passé de l'animal à l'homme. Et donc il n'a pas fini de révéler ses secrets, donc c'est pourquoi peut-être qu'on l'a appelé comme ça, un coronavirus, et puis après maintenant Covid-19, 19 par rapport à 2019. Coronavirus, Covid c'est coronavirus, d'accord. Donc je pense que ça. Mais je voudrais revenir un peu sur la transmission, compléter un peu Madame la directrice, donc Dr Lalla Moulati. La transmission, effectivement, jusqu'à présent, elle n'est pas encore bien cernée. Mais ce qui est sûr, c'est que le contact direct avec un cas suspect ou un cas confirmé de coronavirus donc, est un contact à haut risque donc, de contracter donc, la maladie. Donc, c'est-à-dire que si vous restez dans un endroit clos avec un cas suspect,
de plus de 15 minutes ou en cas confirmé, vous restez, il y a de fort risque que vous soyez contaminé. Ou que si vous êtes près de lui à moins d'1 mètre, il y a de forts risques que vraiment vous êtes contaminé par les sécrétions nasales ou les sécrétions bronchiques qui peuvent vraiment se volatiliser à cette distance et tomber sur les muqueuses comme au niveau des yeux, du nez ou de la bouche et être responsable donc d'une contamination. Donc vraiment, il y a ce contact étroit qu'il faut éviter avec tout patient qui est suspect ou qui présente ou qui est confirmé ou qui présente un cas qui peut être vraiment confondu avec un cas de coronavirus. Et même si ce n'est pas le coronavirus, pour toutes les maladies qui se transmettent par voie aérienne et par gouttelette, il faut éviter le contact étroit. D'accord ? Et il faut vraiment l'hygiène respiratoire, à savoir le port de masque, éviter d'éternuer sur son vis-à-vis, éviter de tousser sur son vis-à-vis, et quand on est vraiment obligé d'éternuer ou de tousser, il faut faire ce geste, donc éternuer ou tousser sur le coude, ou comme ça, par exemple, pour éviter la dispersion donc, des virus dans l'atmosphère. Et si on est à moins de 1 mètre du patient, on risque d'être contaminé. Et on n'insistera pas assez sur le lavage des mains. Le lavage des mains est vraiment un moyen basique, donc qui doit être respecté aussi bien par le personnel médical que par la population. Donc quand on revient à la maison, quand les enfants reviennent à la maison ou qu'on a touché des objets qui peuvent être souillés, il faut se laver les mains. Si ces moyens basiques donc de prévention sont respectés, la plupart ce n'est pas le coronavirus seulement, la plupart des maladies transmissibles donc par maniportées ou transmissibles de cette façon peuvent être évitées. Donc voilà ce que je voulais un peu compléter sur le mode de transmission, mais qui reste encore quand même pour le Covid-19 pas bien cerné. Vraiment, pas bien cerné. Vraiment que le mode de transmission reste encore pas bien cerné. Mais tout ce qu'on sait, que cette voie aérienne quand même est là. Merci, Dr Ndiaye. Je reviens vers vous, Dr Lalle. Quels sont les symptômes les plus courants de coronavirus? Est-ce que toute personne qui commence à tousser, qui montre des signes de fatigue, on doit s'en méfier? C'est ce qu'on appelle la définition des cas. On dit que quand on définit un cas suspect, quand quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un qui est malade, ou bien qui a été en contact, ça veut dire qui l'accompagne dans sa maladie en cas confirmé, ou bien qui était proche de lui pour avoir reçu les sécrétions, ou bien c'était le personnel de santé qui s'occupait de lui pour toucher les surfaces. Ces gens, lorsqu'ils commencent à tousser, ou bien on les garde comme suspects. Maintenant, le fait de tousser dans un pays où il n'y a pas le virus, où il n'y a pas quelqu'un qui est venu d'un pays contaminé, on ne peut pas dire que cette personne... parce qu'il ne faut pas générer la panique dans un pays où il n'y a pas encore de cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un vient dans un pays où il y a la maladie, cette personne sera mise en quarantaine jusqu'à les 14 jours, parce que le terme d'incubation, c'est 14 jours. C'est après les 14 jours qu'on peut dire qu'il ne peut plus contaminer les autres. Mais pendant cette période de 14 jours, il faut qu'on reste éloigné, ou bien c'est pour ça que la mesure prise par le pays est que toute personne qui vient d'un pays d'un pays où il y a la maladie, comme les gens qui viennent de la Chine, ou bien d'un pays où on le met en quarantaine. C'est la mesure que le ministère a prise en ce moment et qu'il est en train de mettre. Toute personne qui vient. Et pour les portes d'entrée, ce sont les portes d'entrée où arrive un avion de l'étranger, parce que pour le moment, c'était que les pays étrangers. Maintenant, que dans les frontières poreuses qu'on a ici, le risque que le pays, comme le pays africain n'était pas contaminé, donc on avait un peu moins peur. Il faut aussi savoir que les 14 jours, on peut avoir des gens qui sont asymptomatiques.
C'est-à-dire qu'on a les signes, c'est un syndrome grippal, la fièvre, comme avait expliqué Dr Ndiaye tout à l'heure. Des fois, il y a de la diarrhée. Des fois, il y a la transmission par matière fécale, qui n'est pas encore très confirmée, mais on en parle. Ce qu'on a presque dit, c'est que la notion que tu sois contaminé au-delà de 1 mètre ou 2 mètres est très faible. On sait que le virus corona-19 est plus transmissible que le SRAS, c'est-à-dire que la transmission se fait rapidement que le SRAS, mais il est moins mortel que le SRAS. Le SRAS, sa transmission n'était pas élevée, mais à peu près 89,7% de décès qu'on avait trouvé à l'époque, or que le coronavirus actuellement c'est 3,4% à peu près. Mais sa transmission est très transmissible par rapport au SRAS. Les gens qui sont jeunes, d'après ce qu'on a dit jusqu'à les études, parce que c'est pas encore, on n'a pas encore des résultats très fiables, mais on sait que les dernières études qu'on a remarquées, c'est que le Covid-19 tue plus les personnes qui sont âgées et qui ont une pathologie sous-jacente, qui sont diabétiques, hypertendus, plus que les jeunes qui n'ont pas de pathologie. Mais il y a des jeunes qui sont décédés. Ça existe, c'est rare, mais ça existe. On dit que ça n'existe pas, c'est pas possible. On ne peut pas dire que rien n'existe, mais on dit qu'il y a des choses qui existent. Mais je sais que c'est plus probable que les décès touchent les gens qui ont une maladie sous-jacente, parce qu'ils sont faibles déjà et que le virus affaiblit le corps, que quelqu'un qui est... La complication attendue de ce virus, c'est le syndrome respiratoire. Le syndrome respiratoire, et on peut aller jusqu'à arriver à la réanimation, qu'on aura besoin de l'intuber, de le mettre sur un respirateur avec l'oxygène et tout ça. Mais la majorité des cas jusqu'à présent, c'était des cas simples, des gens qui guérissent tout seuls. Seuls les cas étudiés en Chine ont trouvé que ceux qui ont décédé, 80%, c'était des sujets âgés avec des personnes âgées qui avaient une pathologie sous-jacente. J'aimerais aussi un peu parler du cas d'une personne qui est porteur du virus, mais qui n'a pas de signes. Il est asymptomatique. Et lui aussi, il peut contaminer. Il y a des gens qui vont vous poser la question, est-ce que les colis ou bien qui arrivent de la Chine sont transmis? Tout à l'heure, j'ai expliqué que le virus peut rester sur les surfaces pendant quelques heures à quelques jours. Mais le transport, parce que nous, on importe beaucoup de choses, et c'est une question, je pense, très importante à expliquer. Le transport des colis qui viennent de l'étranger, ils vont durer assez de temps, avec la température ambiante, de tuer le virus avant qu'il n'arrive. Donc la transmission par les paquets ou bien les colis est très, 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 très faible. Il ne faut pas aussi s'affoler pour ça. On ne voudrait pas affoler la panique dans le pays, mais il faut quand même que les gens prennent les dispositions. Et comme je suis la directrice de la médecine hospitalière, c'est-à-dire je m'occupe de tous les hôpitaux, une des conditions que j'aimerais vraiment un message faire passer à la population, c'est que diminuer l'accompagnement des patients. Quand quelqu'un vient consulter dans un hôpital, une personne ou deux au maximum suffit. Et ça va diminuer aussi la propagation parce que tout le monde est encore touché dans d'autres pays. Nous, notre pays, Dieu merci, n'est pas touché. Mais il faut commencer à préparer au cas où. Et quand on prépare au cas, il faut prendre l'habitude de laisser une seule personne avec un patient plutôt que de venir à 5 à 10 et le risque là de propagation va être beaucoup plus élevé. J'aimerais aussi ajouter un petit point avant de... Je voudrais parler de... On va passer Mohamed Ahmoud à voilà. Dr Mohamed Ahmoud. Je voudrais parler du fait que le port des masques. Oui, ça, on viendra, c'est des moyens de protection. Mais je voudrais demander à Dr Mohamed Ahmoud pourquoi. Je me pose une question toute simple, c'est que la grippe saisonnière tue 140 000 personnes par an, 10 000 en France. Il n'y a pas autant de bruit. Ok.
Donc, je dois continuer avec la situation nationale. Oui. Bon, pour la situation en Mauritanie, j'avais parlé des mesures prises, des screenings qui s'est fait au niveau de l'aéroport, au niveau des points d'entrée. Donc, l'objectif de ça, c'est de... Est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour faire face à ça? L'objectif, c'est de détecter les cas qui sont potentiels, qui menacent la situation du pays. Donc, ça veut dire des gens qui viennent des pays où il y a une circulation de virus. Et systématiquement, la vérification qui se fait au niveau des points d'entrée, si le voyageur a moins de 14 jours d'un pays où il y a une circulation, on le met en quarantaine. Depuis le début de ce dispositif, nous avons mis en quarantaine 70 personnes exactement. Est-ce qu'il y a actuellement des personnes qui sont en quarantaine dans des sites de quarantaine. Ces 70 personnes, depuis le début du mois, nous avons libéré 28 personnes. Personne n'a présenté aucun signe et après la fin de la période de quarantaine, les gens sont libérés automatiquement. Actuellement, nos sites de quarantaine contiennent 42 personnes qui sont surveillées tous les jours et qui ne présentent aucun signe de maladie. C'est juste une mesure préventive. Depuis le début de l'épidémie, on n'a pas détecté un cas en Mauritanie. C'est 0 cas en Mauritanie. Nous avons eu 4 cas suspects, c'est des autres grippes. C'est des personnes qui ont eu une notion de contact et qui ont présenté des grippes. Mais heureusement, l'examen laboratoire qui d'ailleurs s'est fait ici à Nouakchott, depuis le début du mois encore, notre laboratoire INRSP a les réactifs, a les moyens diagnostiques pour détecter la maladie. Et ces 4 cas ont été déclarés, alhamdoulilah, négatifs. Donc, j'insiste sur ce que la situation aujourd'hui, pour le moment, la Mauritanie, espérons Inch'Allah que ça va continuer. La Mauritanie n'a jamais détecté un cas. Et aujourd'hui, on n'a pas de cas suspects dans nos hôpitaux. Même. Dieu merci. Je continue encore avec ce comité de veille qui s'est réuni et qui est responsable de la situation épidémiologique, de la situation d'urgence. Parce qu'il y a 2 jours, la situation a été déclarée, le risque a été déclaré très haut risque au niveau mondial. Donc même la Mauritanie, aujourd'hui, on est dans une situation de très haut risque par rapport au Covid. Donc ce comité de veille actuellement, il est actif, il se réunit tous les 2 jours et il y a 4 sous-commissions, dont une sous-commission qui est chargée de la surveillance, une sous-commission qui est chargée de la prise en charge, une sous-commission qui est chargée de logistique et une 4e qui est chargée de communication. Donc cette dernière qui est chargée de communication, son rôle c'est de communiquer avec la population. Donc là, je reviens pour dire que la communication, c'est pour éviter, c'est pour faire face aux rumeurs. Parce que tout ce qu'on a ici aujourd'hui, on a beaucoup de rumeurs. Donc, on communique la vraie information pour éviter la propagation des rumeurs. Et là, je profite de l'occasion pour vous assurer que le premier cas, si on a un cas ici au pays, c'est cette commission de communication qui va le déclarer avant tout le monde. Parce que dès que le cas est confirmé, on va communiquer parce que c'est tout simplement pour permettre aux gens de prendre les mesures nécessaires. On est là aujourd'hui pour communiquer autour de la question et pour donner la vraie information. Docteur Ndiaye, vous m'entendez, s'il vous plaît, dites-moi, vous, quels sont les moyens dont vous disposez à l'aéroport et au niveau des frontières pour contrôler? Comment se fait le contrôle? Pardon, je vous entends mal. Je demande comment se fait le contrôle au niveau des frontières? Le contrôle au niveau des points d'entrée, effectivement. Donc, comme a dit M. le directeur, au niveau des points d'entrée, essentiellement au niveau du port de Nouadhibou, de l'aéroport de Nouadhibou, de l'aéroport de Nouakchott et du port de Nouakchott et du PK55 de Nouadhibou, il y a des équipes médicales qui sont mises sur place et qui font le screening de température à tous les passagers, donc
venant de l'étranger, tout passager confondu, que ce soit mauritanien ou des étrangers. Donc ils font la prise de température qui se fait actuellement dans les aéroports de façon automatique. Donc il y a un appareil thermique qui détecte la température et puis s'il n'y a pas de température et que vous ne venez pas d'une zone à haut risque où le virus circule, donc il n'y a pas de problème. Et maintenant, même si vous n'avez pas de température et que vous venez d'une zone où le virus circule, comme en Chine, donc en Asie, et puis actuellement, comme ça commence en Europe, donc vous êtes mis en quarantaine. Donc nous allons l'équipe de l'aéroport informe l'équipe d'intervention rapide, donc qui est en ville, qui va récupérer le passager. Et ils sont placés dans un site de quarantaine où ils sont surveillés régulièrement, où on vient faire la mesure de la température 2 fois par jour et de voir l'état clinique de ces personnes. Donc il faut dire que, comme il a dit, depuis le début du mois, en tout cas, ce système de vigilance, ce système de surveillance est mis en place et jusqu'à présent, il fonctionne bien. Et tout le monde arrive à comprendre en tout cas pourquoi l'utilité de ce système y adhère. Il n'y a pas de problème, même si au début ça a un peu vacillé, mais quand même les gens ont fini par comprendre que l'utilité de cette mise en quarantaine de ces passagers ou de ces personnes qui venaient des zones vraiment où le virus circulait. Donc voilà, on surveille 2 fois dans la journée, on va voir ces patients, s'enquérir de leur état et prendre leur température. Si la période d'incubation est passée, ils sont libérés avec un certificat, c'est vraiment certifiant qu'ils ont été mis en quarantaine et surveillés pendant 14 jours et qu'ils n'ont pas déclaré vraiment de signes qui peuvent faire évoquer le Covid-19 et qui auraient entraîné peut-être leur isolement et leur prise en charge autrement. Donc vraiment, c'est une surveillance qui se fait régulièrement et quotidiennement. Il y a des équipes qui se relaient pour aller récupérer les passagers à l'aéroport et aller leur visiter. Actuellement, on est à 3 sites et comme il vous a dit, plus de 70 patients, je m'excuse, patients, 70 personnes qui sont surveillées, en tout cas qui viennent des zones où le virus circule et qui sont surveillées. Et au fur et à mesure, il y a des libérations. Donc, le début de la quarantaine commence à la date où le passager a quitté l'endroit vraiment où le virus circule, l'épicentre de l'épidémie. Donc, c'est ce jour-là qu'on compte le début de quarantaine. Donc, si par exemple quelqu'un a quitté il y a 5 jours la Chine, il n'est arrivé qu'au 6e jour ici, ces 6 jours sont comptés. Donc, il fera une période de quarantaine de 8 jours, et puis si rien ne se déclare dans les 8 jours, il sera libéré. Donc voilà. Merci, comment ça on va demander à... Il y a actuellement 3 sites, en tout cas à Nouakchott pour le moment, et nous arrivons à bien les gérer, les surveiller, et ça va, il n'y a pas de problème, et tout le monde va bien. Merci, Dr Djaïb. Madame, Dr Lala, est-ce qu'on peut contracter le virus en touchant une personne qui ne présente pas de symptômes? C'est-à-dire que cette personne est malade déjà, du moins elle est porteur du virus, et je ne sais pas, et je la touche. Est-ce qu'il y a un risque de transmission? Le risque de transmission, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, c'est les gouttelettes. Forcément. Forcément les gouttelettes. Le fait de toucher une personne, le toucher en tant que touché, ce n'est pas ça la transmission. C'est que vous touchez ces gouttelettes, vous les touchez, vous touchez les yeux et la bouche. Actuellement, pour les personnes asymptomatiques porteurs, la contamination n'est pas très décrite ou déterminée. Mais on sait qu'il est porteur et que le virus qui est en lui n'a pas encore développé la maladie et qu'il n'a pas fait de fièvre. Maintenant, est-ce que ce virus-là, s'il touche une autre personne, peut lui donner une fièvre? Cette explication n'a pas été encore scientifiquement bien déterminée, mais on fait toujours parce qu'il faut faire les tests pour savoir qu'il est porteur sain. Et comment faire le test si déjà on ne sait pas qu'il n'a pas de signes?
de fièvre, donc ça peut passer. Mais cette transmission n'a pas encore eu une explication très claire. Est-ce qu'au niveau des hôpitaux ici, il y a un moyen de faire des tests quand quelqu'un présente des signes comme ça, ou quelqu'un vient se plaindre pour dire qu'il suspecte lui-même d'être malade? Est-ce qu'il y a la possibilité de lui faire des tests? Pour dire que quelqu'un... Est-ce que ce n'est pas systématique? Non, ce n'est pas systématique. C'est pour ça que dans le type de surveillance, on fait ce qu'on appelle les définitions de cas. Et c'est que si vous ne rentrez pas dans la définition de cas, on ne vous fait pas de test. Maintenant, si vous rentrez dans la définition de cas et vous devenez ce qu'on appelle un cas suspect, à ce moment, on vous fait les tests. Et ici, au laboratoire de l'INRSP, on peut faire les tests et on peut avoir en moins de 48 heures la réponse. En 48 heures? Moins de 48, même à 24 heures. C'est les PCR. C'est pas avant ça? Non. C'est pas trop bon. Avant, on va aller jusqu'à amener le bilan, l'amener jusqu'au laboratoire Pasteur de Dakar et attendre ici. La dernière fois, normalement, le test, ça prend quelques heures. La dernière fois, le premier cas suspect qui était à Kissi, qui était venu, un Chinois qui avait commencé à faire un symptôme grippal, fièvre et tout ça. Et comme on a eu la notion, il répondait à la définition de cas. C'est quelqu'un qui vient d'un pays où il y a la maladie et qui a fait moins de 14 jours qu'il est sorti de ce pays. Donc, quand vous faites moins de 14 jours, la quarantaine ici, quand on dit quarantaine, ce n'est pas 40 jours. C'est de 14. C'est isolement pendant 14 jours au moment où vous étiez en contact. Et le monsieur il venait de la Chine, il a fait moins de 14 jours. Il a développé un syndrome grippal, alors on a mis sous quarantaine parce qu'on suspecte, il rentre dans la définition des cas. Si vous ne rentrez pas dans la définition des cas, vous n'êtes pas suspect. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir dire que dès que j'ai la fièvre, je suis suspect. La Mauritanie n'a pas encore eu un cas. Tout à l'heure, mon collègue a parlé du cas importé et des cas de transmission locale. Ça veut dire qu'un cas importé, c'est un cas qui vient de l'étranger, qui vient dans un pays et qu'on le garde, mais à l'intérieur du pays, il n'a pas fait la transmission d'homme à homme. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle local transmission au niveau du pays. Et dans des pays où la transmission apparaît, il y a le malade qui est venu, peut-être qu'il vient de la Chine, il est venu par exemple en France et il a contaminé un autre Français, c'est-à-dire que le local transmission est venu, il y a une transmission locale et ce sont ces pays qu'on appelle, que mon collègue expliquait tout à l'heure. Donc quand il y a que le cas importé et qu'il est isolé, il n'y a pas une transmission, le risque d'être contaminé est très 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 faible. Docteur Mohamed Ahmoud, au niveau de notre pays, pourquoi il n'y a pas de contrôle au bac de Rosso? Parce qu'il y a un cas, on m'a parlé d'aujourd'hui d'un cas au Sénégal. Pourquoi il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là? Ok, justement. On va revenir encore à la circulation. Circulation, ce mot-clé. Tu veux dire quoi, circulation? Ça veut dire que le virus n'a pas circulé au Sénégal. Ça veut dire que c'est un cas importé, c'est un Français qui a été contaminé en France et qui est venu. Et qui ne présente pas un risque, même pour le Sénégal, un risque potentiel. Parce que tout simplement, s'il va être... on va surveiller ses contacts. Parce que tout simplement... C'est-à-dire les gens avec qui... Les contacts, je vais après définir le contact comme ma collègue Dr Moulati a donné la définition des cas, je vais aussi définir le contact. Donc ce cas, on va mettre en quarantaine ces contacts et généralement, dans beaucoup de pays, les cas importés ont été maîtrisés. Aujourd'hui, même avec la présentation de l'OMS, nous avons vu un pays qui est au 40e jour de 0 cas après avoir eu un cas importé et le cas a été guéri et jusqu'au 40e jour, il n'y a pas eu d'autres cas dans ce pays. Ça veut dire qu'il y a d'ailleurs beaucoup de pays qui sont comme ça. Les pays où il y a une circulation, c'est ces pays qu'on a cités. Et heureusement, dans la sous-région, il n'y a pas eu de circulation. Peut-être les gens expliquent ça par les conditions climatiques ou par peut-être l'essentiel, il n'y a pas eu de cas. Donc quand il n'y a pas de circulation, actuellement, le pays voisin qui est le Sénégal ou l'Algérie ne présentent pas de danger pour nous. Ça veut dire que les frontières
Les gens qui viennent généralement, qui rentrent dans les frontières, ne répondent pas à la définition des cas des quarantaines. Donc, on ne fait pas la quarantaine. Peut-être par la suite, il va y avoir des circulations, on peut voir ça. Et puis, cette mesure de quarantaine, elle n'est pas systématique dans tous les pays. Par exemple, le Sénégal qui est à côté, le Maroc ne font pas cette mesure de quarantaine. Nous, on a fait cette mesure par excès, parce que on n'a pas beaucoup de gens, on n'est pas comme les pays où il y a une forte circulation, un fort transit. Nous, on arrive toujours à maîtriser les gens qui répondent à la définition des cas, on les maîtrise, on maîtrise leur quarantaine. C'est des mesures qui sont justifiées, c'est des mesures qui sont très importantes et qui protègent notre système, notre pays. Encore pour la définition des cas contacts. Les cas contacts, ça veut dire que c'est des gens qui ont eu un contact avec un malade. C'est les personnels médicaux qui a fourni des soins à un malade. C'est les gens qui ont voyagé dans un moyen de transport avec un sujet malade. C'est les gens qui ont habité avec un sujet malade dans un même foyer. C'est ces gens-là qu'on appelle des contacts. Et tout ce monde-là, il faut tout ce monde-là a été en contact direct. Ça fait beaucoup de gens parfois. Ça fait beaucoup de gens, mais si on trouve un cas, on confine 300 personnes qui ont eu contact avec lui. Comme ça, on évite de... Généralement, d'après l'OMS, un malade confirmé coronavirus fait 5 contacts. 5 contacts, non, généralement. Mais par exemple, si dans l'avion, c'est le cas de l'Algérie qui a confiné tout l'avion, tous les passagers qui ont voyagé avec le malade. Donc, ça c'est une recherche de contact qui va se faire après la détection d'un cas. Et généralement, c'est des mesures qui marchent très bien. L'essentiel, c'est que les gens aussi doivent être conscients par rapport à ça. Celui qui a eu un contact avec un malade, il doit se déclarer lui-même pour protéger justement les autres, pour ne pas contaminer les autres. Donc, je ne peux pas finir sans parler de lavage de mains. Le mot clé qui est le lavage de mains. Un dernier tour de table nous permettra de donner des recommandations que vous allez donner. Mais je crois que le Dr Ndiaye voulait intervenir tout de suite. Dr Ndiaye, vous m'entendez? Non, c'était juste dans les définitions de cas contact. Donc, et il a bien dit. C'est quelqu'un qui a habité avec un cas suspect ou un cas confirmé. Également, c'est un cas contact cas et 3. Donc, je disais qu'à partir d'un cas confirmé, par exemple, un Covid-19, il va contaminer 2,2 personnes. Et chacun de ces personnes va contaminer encore 2 et ainsi de suite. Et comme ça que ça va. Donc, en partant, c'est très important, ce premier cas, de le trouver. Et si on arrive à trouver le premier cas, à mettre toutes les mesures autour de ce premier cas, on arrive à circonscrire l'inscription et éviter la circulation du virus. Docteur, est-ce qu'on doit s'inquiéter? On doit ne pas s'inquiéter et s'inquiéter. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ne pas s'inquiéter parce qu'il n'y a pas de cas en Mauritanie. Oui. S'inquiéter parce que le niveau mondial d'alerte est très élevé. Donc, ça veut dire quoi, un niveau mondial très élevé? Ça veut dire que l'épidémie a débuté Elle progresse rapidement, cette épidémie. L'épidémie a commencé en Chine, dans ce qu'on appelle une ville qui s'appelle Wuhan. Et quand on regarde la courbe épidémiologique, il y a eu le pic qui est monté. Et puis, en épidémiologie, on dit qu'une épidémie, elle monte, puis elle descend. Oui. Donc, la courbe de Wuhan a monté et descendu. Normalement, l'épidémie devait s'arrêter. Mais comme il y a eu des cas importés, alors d'autres épidémies se refait et on va refaire des pics, ainsi de suite. Maintenant, dire que la Mauritanie ne va pas avoir un coronavirus, on ne peut pas le dire maintenant. C'est pour ça qu'on dit que le niveau mondial est très élevé, en alerte niveau élevé.
Mais Dieu merci, on n'a pas de cas en Mauritanie. Dieu merci, le ministère de la Santé a déjà mis en place un dispositif. Il a mis en place des commissions qui travaillent. Il y a la commission prise en charge qui doit travailler comment préparer les hôpitaux à accueillir ces malades, comment préparer les sites d'isolement si on a des cas. On a mis en place un plan d'action qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc, il y a les commissions de surveillance, comment surveiller les gens, et s'il y a des cas contacts, comment on peut suivre ces gens contacts. Tout ce dispositif est déjà en œuvre et commence à mettre à travailler. Déjà, on a l'équipe de quarantaine qui se met. Il y a la cellule de coordination qui coordonne tout ça, c'est ce qu'on appelle la cellule de veille, qui est en train de voir comment faire, si on a besoin d'appeler d'autres personnes pour appuyer le pays, redéployer des personnes de santé. On est déjà préparé sur ça. On a aussi l'appui de l'OMS. Il y a la communication, il y a la commission logistique, et c'est la commission la plus importante parce que c'est elle qui va nous donner les moyens. Actuellement, au niveau de l'hôpital, dans l'ancien hôpital cardio, on a mis en place un site d'isolement qu'on appelle le pavillon d'isolement, qui peut recevoir à peu près une dizaine de malades et qui est équipé pour les cas confirmés ou bien les cas suspects en attente de résultats. Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on met les gens en quarantaine, on les attend. Dès qu'ils font les 14 jours, ils ne sont pas malades, on les fait sortir. Jusqu'à présent, la Mauritanie n'a pas de cas, Dieu merci. Mais j'aimerais aussi vraiment insister sur les mesures respiratoires, la prévention. Quand on éternue ou quand on tousse, il faut se protéger. L'utilisation du masque abusif n'est pas importante, ça ne protège pas. Le masque, quand on le met, c'est que quand moi je tousse ou bien j'éternue, c'est pour protéger l'autre, pour que mes gouttelettes ne vont pas chez lui. Mais s'il y a quelqu'un qui a une gouttelette qui tombe, ça rentre par les yeux ou par le nez, le masque ne peut pas le protéger. Et actuellement, à cause de cette épidémie, il n'y a pas beaucoup de masques dans le monde. On commence à faire une pénurie de masques. Il y a deux types de masques. Il y a le masque vert qu'on voit tout le temps, et il y a le masque blanc. C'est le masque blanc qui protège contre le virus quand il est... Et ça, c'est ce que va porter les patients, les agents de santé ou bien les accompagnants des malades cas confirmés. Maintenant, il ne faut pas gaspiller des masques. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Pour éviter qu'il y ait une pénurie. Voilà. Déjà, ça commence. Les gens commencent à ne plus en trouver dans le monde. Donc, tous les pays sont en train de faire leur stock. Donc, il ne faut pas abuser de l'utilisation du masque inutilement et ça ne vous protège pas. Quand vous le doublez, ça ne protège pas. Quand vous le mettez tout seul, ça ne sert à rien. Parce que le masque a une durée de vie de 2 heures de temps. Après 2 heures de temps, le masque ne protège plus. Donc, il faut le jeter et le changer et remettre. On met le masque seulement au moment utile où on en a besoin. Quand il est mouillé ou bien quand vous crachez dessus, il est un peu humide et il ne protège plus. Donc, n'essayez de ne pas gaspiller les masques qu'on a. Docteur Mohamed Ahmed. Oui, bon, c'était peut-être pour cette question-là. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou ne pas s'inquiéter? Oui. En tout cas, aujourd'hui, le directeur général de l'OMS a déclaré qu'aucun pays dans le monde n'est à l'abri de Covid. Il a déjà touché 53 pays. Ça veut dire que les autres, c'est presque le quart des pays du monde qui est touché. Ça veut dire qu'aucun pays n'est à l'abri. Mais, heureusement, comme les collègues ont déjà, c'est une grippe comme toute autre grippe. Heureusement que le taux de mortalité le taux de mortalité varie selon les jours entre 2% et 3%. Oui. Même la contamination, si on dit qu'une personne contamine 2,4%, 2,4 personnes, la circulation est à peu près 2,4% ou 2,5% selon les jours, parce que les statistiques, actuellement, tous les jours, des statistiques changent un peu. Mais à peu près, la situation n'est pas si grave. Et notre pays, heureusement, a un niveau de préparation qui est, je juge personnellement, acceptable.
Il y a le comité de veille, il y a un comité multisectoriel où tous les secteurs sont dedans, le ministère de Transport, les forces de sécurité, la médecine militaire, l'OMS est dans ce comité. Chaque jour, on actualise les données. Chaque jour, on révise nos moyens, on améliore nos méthodes et on a un plan. Aujourd'hui, on a un plan d'urgence pour faire face à une éventuelle épidémie. Si aujourd'hui, l'épidémie est là, on sait ce qu'on doit faire face à cette épidémie. C'est rassurant, docteur Ndiaye. Je vous aurai la parole, mais il faut que docteur Ndiaye nous donne son point de vue. Vous m'entendez, Ndiaye? Oui. Docteur, c'est-à-dire que la question de savoir, vous qui êtes aux frontières, c'est-à-dire que vous faites le contrôle dans les services concernés, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Non. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Comme on dit mes collègues, Dieu merci que nous n'avons pas encore déclaré de cas. Bon, qu'il n'y a pas encore à s'inquiéter, il n'y a pas à s'inquiéter. Surtout qu'on connaît en partie le mode de transmission de ce virus. Et il faut se préparer tout simplement à parer à un éventuel cas qui se déclarera. Et je pense qu'effectivement, on a un niveau de préparation qui est satisfaisant. Je pense qu'il nous permettra aujourd'hui de parer au premier cas qui se déclarerait en Mauritanie. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et de faire confiance aux hommes de terrain qui sont là-dessus, qui ne ménagent aucun effort pour éviter en tout cas à ce que s'il y ait un cas, qu'il se propage dans le pays. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Voilà. Docteur Lala? Je voudrais ajouter quelque chose de ce que mes collègues ont dit. Certes, qu'on se prépare, qu'on est en train de se préparer, qu'on a fait beaucoup de choses, on a beaucoup de travail, mais il faut savoir qu'il y a certains équipements aussi qui manquent, qu'on est en train d'essayer d'acheter, mais il manque. On peut peut-être faire face à 1 ou 2 cas, mais si on a 10, 20 cas, ça c'est autre chose. Ça va déborder. Ça va déborder. Donc c'est pour cette préparation qu'on a déjà, notre plan d'action, dès qu'il sera mis en œuvre, à ce moment, on pourra apporter les équipements, surtout les équipements de réanimation, qui seront très importants, parce que s'il y a des cas, syndrome, une détresse respiratoire, on aura besoin des scopes, des respirateurs. On ne va pas dépouiller les hôpitaux pour meubler les sites d'isolement et laisser les autres malades qui continuent aussi. Il y a le reste de la vie continue, oui. Même s'il y a Covid ou il n'y a pas Covid, la vie continue. Donc les hôpitaux sont préparés pour prendre en charge les patients de façon normale, naturelle, sans crise. Mais dès qu'il y a crise, il faut quelque chose de spécifique pour la crise. Et ces équipements qu'on a demandé, qui sont en train d'être acheminés, mais qui ne sont pas encore sur place. Mais il faut dire qu'on se prépare. Ça, le ministère reste ferme là-dessus. Ces commissions travaillent effectivement beaucoup. Mais il y a des commandes qui arrivent, mais le temps que ça prendra. Si le plan d'action, vous pouvez nous donner quelques idées? Bon, pour le plan d'action, c'est un gros plan qui nous prépare à 3 éventualités. La première éventualité, si on n'a pas de cas, si on continue à ne pas avoir de cas, mais on continue à se Est-ce que la préparation coûte cher? Le fait de veiller tout le temps et d'avoir des équipes sur le terrain, ça a un coût, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça Il n'y a pas eu de soutien au niveau de l'OMS? Non. Pourquoi le soutien? Non. Bon, l'OMS, ils nous soutiennent actuellement techniquement, parce qu'on a besoin toujours, ils sont là pour nous soutenir techniquement, financièrement peut-être, des petites actions d'assistance,
mais les coûts réels sont supportés par le ministère de la Santé. Et ça, c'est déjà dans le programme du ministère de la Santé, parce que nous avons nos programmes d'urgence, on gère l'urgence tous les jours. Cette préparation, ce plan d'action nous prépare à 3 éventualités. La première, c'est que si on continue à ne pas avoir des cas, et on continue à surveiller, ça a un coût. La deuxième éventualité, c'est d'avoir un cas ou des cas, mais si ce sont des cas reportés, importés, et c'est déjà des cas qui vont être pris en charge et libérés sans contamination intérieure. Et la troisième éventualité qui est la pire, s'il y a une transmission interne, une circulation interne, on doit aussi se préparer à ça. Donc, le plan d'action, en gros, il prend en charge ces 3 aspects. Donc, peut-être, si j'ai un conseil à donner à la population, c'est surtout éviter les rumeurs, éviter la panique, parce qu'actuellement, la situation, tout ce qui s'est fait, s'il y a une situation, s'il y a des cas, c'est le ministère c'est le département qui va informer, qui va déclarer ça. On va essayer de renforcer notre situation, notre communication. On va essayer dans la mesure de possible d'être là, si vous nous ouvrez vos antennes, d'être là tous les jours, de communiquer tous les jours, de donner la bonne information tous les jours. Et aussi, de prendre, comme déjà a dit Dr Ndiaye, de prendre les mesures, d'essayer de se protéger. Qu'est-ce qu'il a de particulier, lui, Dr Ndiaye? Comme a dit Dr Ndiaye tout à l'heure par rapport aux mesures, d'éviter de contaminer, d'éviter d'éterner face aux gens, d'essayer de laver les mains fréquemment. À quel intervalle, à peu près, toutes les 20 minutes, toutes les heures. Dès que vous touchez quelque chose, vous lavez la main. Avant de manger, vous lavez la main. Essayez de ne pas porter toujours la main au visage. Essayez d'éviter de frotter les yeux, de frotter le nez. C'est tout ça. On va associer Dr Ndiaye. Dr Ndiaye, vous m'entendez? Vous me recevez? Dr Ndiaye, quelles sont les recommandations que vous donnez souvent aux patients, aux personnes, aux citoyens? Les recommandations. Les recommandations, oui. D'accord. Donc, je dirais que c'est de ne pas céder à la panique. Il n'y a pas à s'inquiéter. Vous savez, la préparation est un processus. Et nous sommes dans ce processus. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. L'État mauritanien assume et le processus de préparation, nous sommes là-dessus. Les choses sont en train de mettre en place doucement, mais sûrement. Et en tout cas, aujourd'hui, on est à un niveau de préparation satisfaisant. On n'est pas à 100%, on n'est pas complet, on n'est pas prêt à 100%, mais on est à un niveau de préparation qui est satisfaisant, qui nous permettrait en tout cas de parer au premier cas. Et comme c'est un processus également qui est continu. Donc, comme a dit le directeur tout à l'heure, c'est avant l'épidémie, au cours de l'épidémie et après l'épidémie. Quand le virus se met à circuler quand on est en épidémie, ça a sa préparation. Après l'épidémie, ça a sa préparation. Et avant l'épidémie, ça a sa préparation. Mais maintenant, tout ça, c'est un état d'esprit. Donc, vraiment, il faut que la population se mette dans la tête à ne pas céder à la panique. Il n'y a pas à s'inquiéter. On peut l'éviter en suivant certaines instructions, certaines mesures d'hygiène, certaines mesures de précaution. En les suivant, on arrive à éviter la... Aussi bien que ce soit au milieu médical. Et là, je voudrais vraiment adresser un message surtout à mes compères. C'est la pratique des mesures d'hygiène basiques. Vraiment les précautions standards basiques pour tout patient, à tout moment et à tout endroit. Vraiment. Si on a pris cette habitude, une fois qu'elle est, elle est bien implantée et bien ancrée dans nos habitudes, quand on sera en situation d'épidémie, le problème ne se posera pas pour le personnel médical qui toujours perd le lourd tribut des épidémies. C'est le personnel médical qui est le plus vraiment touché et affecté par les épidémies en termes de mortalité. Mais si on est d'emblée à condition basale, on applique les précautions standards, les mesures d'hygiène basiques,
quand on est en épidémie, on n'a pas de problème parce que c'est de la routine qui continue. Et vraiment, s'il y a un message à adresser, c'est celui-là que je voudrais adresser à mes compères, c'est vraiment d'appliquer les mesures basiques donc de prévention et de contrôle de l'infection qui sont le lavage des mains, le port de gants, le port de masques pour se protéger soi-même, protéger vos patients et protéger la communauté à laquelle on revient après le travail. D'accord. Voilà vraiment le message que je voudrais adresser surtout Merci, à mes Dr compères. Ndiaye. On va demander à Dr Lale d'ajouter aux recommandations et naturellement aussi à Dr Mohamed Hamoud avant la fin de l'émission. D'accord. Merci. Donc, pour ne pas répéter ce que Dr Ndiaye vient de dire, c'est vrai que les précautions standards sont très importantes, surtout pour le personnel de santé. Dans toutes les épidémies qu'on a vues et étudiées, les premières personnes qui décèdent, ce sont les personnels de santé. Parce que les premiers malades qui viennent, ils sont en contact avec lui. Et pourquoi? Parce qu'ils ne se lavent pas les mains, ils ne portent pas la blouse. Surtout en Mauritanie, le port de la blouse est devenu quelque chose de vraiment très négligeable. Les gens se sont habitués à ne plus porter la blouse, alors que c'est la première barrière de protection, c'est la blouse. La blouse, c'est laver les mains, porter des gants. Mais sur le plan communautaire, j'aimerais aussi faire des recommandations. Jusqu'à présent, on ne sait pas quel est l'animal qui transmet le coronavirus. Donc il faut vraiment cuire très bien la viande, essayer de faire bouillir le lait, éviter tout ce qui est cru, se laver les mains, laver les aliments bien avant l'utilisation, utiliser la transmission oro-fécale. Donc il faut vraiment, quand on va dans les toilettes, se laver les mains avant de manger, se laver les mains. Après avoir touché quelqu'un qui a une grippe ou un syndrome grippal, se laver la main et protéger ainsi la population. Ce sont des mesures. Dr Mohamed Hamoud, les recommandations? Moi, la recommandation, c'est juste, mes collègues ont dit tout par rapport à ça. Donc, c'est surtout faire respecter les mesures d'hygiène personnelle pour les mesures basiques d'hygiène. Et surtout, que Dieu nous protège de cette hadith. Donc, c'est tout. Chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission qui était consacrée au coronavirus et aux mesures qui sont prises dans notre pays. Je remercie donc M. Dr Ndiaye qui était en duplex avec nous, Dr Lale et Dr Mohamed Hamoud. Bonne soirée, merci d'avoir répondu à nos invitations et à la prochaine. J'espère qu'on va continuer à avoir des émissions pareilles. J'espère que Dieu va nous protéger contre cette pandémie et ces malheurs. Les chers téléspectateurs, je vous recommande de continuer à suivre la télévision de Mauritanie. Bientôt en journal.